Il est 17h50, merci d'être avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les après-midi. Nous reviendrons dans cette édition sur les différents rassemblements contre l'antisémitisme qui ont lieu en France et on l'a appris ce midi, il y a eu de nouvelles profanations dans un cimetière à proximité de Lyon. Et puis c'est la période des carnavals, nous partons dans le sud et particulièrement à Menton dans le Focus extrait. C'est devant un château d'agrumes que l'on retrouve les spectateurs mentonnais qui attendent le début de la fête du citron. Le thème de l'année, les mondes fantastiques. Dans les jardins, les visiteurs aperçoivent les dragons et phénix préparés pour l'occasion. La mise en place de ces 140 tonnes d'agrumes a demandé beaucoup de travail à la municipalité. Canal SCPA, il est quasiment 18h. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans toute la France pour dire non à l'antisémitisme. Ils étaient près de 20 000 place de la République à Paris selon les organisateurs. À Lyon, comme à Lille et à Marseille, plus d'1 millier de personnes se sont ainsi réunies. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, près de Lyon, des inscriptions antisémites ont été découvertes dans un cimetière. C'est à la périphérie de Lyon. Et c'est le préfet du Rhône, Pascal Mayos, qui l'a révélé ce mercredi midi. Les forces de l'ordre sont devenues les principales cibles lors des manifestations. Ils dénoncent une radicalisation des manifestants et des casseurs. Nous recevrons Kamal Zouag, délégué du Val-de-Marne du syndicat Alternative Police. Et puis on l'a appris hier, l'icône de la mode Karl Lagerfeld est mort hier. Qu'allons-nous retenir de cet homme aux lunettes de soleil? Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et puis surtout, le foot, Lyon a tenu le choc face au Barça hier soir. Les Espagnols ont tout de même dominé le match, mais ça s'est terminé par un nul, 0-0. Ça ne sera pas simple dans 3 semaines pour le match retour à Barcelone pour les Lyonnais. Hier, des rassemblements contre l'antisémitisme ont eu lieu un peu partout en France, à Lyon, à Strasbourg, à Toulouse, à Bordeaux, mais également à Paris, place de la République, où sont allés Antoine Bosset et Léa Di Michel à l'encontre des Français attentifs à l'évolution des mentalités. Ça suffit. Pendant près d'1 heure, des textes prônant la tolérance ont été lus par des enfants à plus de 20 000 personnes hier soir, tous unis contre l'antisémitisme. Certains s'inquiètent de la multiplication des actes contre les juifs ces derniers jours. Eh bien moi je suis juive et ma famille a été déportée à Auschwitz, donc je suis complètement concernée. C'est vrai que j'ai des enfants, des petits-enfants, et que je ne suis pas tranquille quand même de savoir que l'antisémitisme revient, quand on a été touché personnellement. On a l'impression que ça revient fortement, et que si on ne fait pas quelque chose, ça risque de devenir très grave. Très vite, les esprits s'échauffent. Votre devoir de juif, c'est aussi de protéger... Je n'ai pas de devoir de juif, monsieur. Si, on a tous, les juifs, on a tous un devoir. J'ai un devoir d'homme, j'ai un devoir en tant qu'homme. Mais ça veut dire quoi, votre devoir de juif? Excusez-moi, définissez ce que ça veut dire. Un certain universalisme de l'humanisme, c'est ça que ça veut dire. Que mon devoir était d'être là. Mais je n'intellectualise pas comme monsieur ce que je dois être. C'est pas intellectuel, c'est simplement le cœur. Seulement peu d'élus se sont mêlés à la foule. Certains ont cependant décidé de partager avec les Français. Nous avons besoin de nous aimer. Et si nous nous aimons, si ce grand peuple est à nouveau rassemblé, il va retrouver du bonheur et en redonner. Pourtant, certains auraient préféré voir plus de monde réuni. La place était à peine remplie, quoi. Après, oui, je trouve ça triste qu'il n'y ait pas plus de gens qui se sentent concernés par ce qui y arrive aux voisins. On n'a pas besoin d'être juif pour se sentir concerné par des actes antisémites, en fait. En 2018, 541 actes antisémites ont été recensés sur le territoire. Et ce midi, des tags antisémites ont été découverts dans un cimetière près de Lyon. Une croix gammée a notamment été inscrite en rouge au pied du monument aux morts du cimetière. Ce nouvel acte antisémite intervient au lendemain de la profanation de près de 100 tombes juives en Alsace. Depuis plusieurs semaines, on constate une hausse de ces actes. Ils ont augmenté de près de 74% depuis le début de l'année par rapport à 2018. En une semaine, 5 églises ont été profanées dans les Yvelines, le Tarn, à Dijon et à Nîmes. Des actes de malveillance envers la religion catholique, mais pas seulement. Quentin Cazer, Guinness Cussac se sont rendus à Houille et à Maison-Lafitte dans les Yvelines. Dans les Yvelines, des profanations qui ont laissé des traces pour beaucoup d'entre eux. C'est très choquant la première fois quand on découvre ce qui s'est passé. C'était pour nous une agression incompréhensible dans un lieu qui est normalement un lieu de recueillement. Un acte qui n'est pas isolé, l'église de Saint-Nicolas de Maison-Lafitte a dû faire face à plusieurs dégradations. Mais ceux-là n'ont pas de lien établi avec le catholicisme.
Arrivé sur les lieux peu de temps après le vandale, Philippe Camuset a découvert les dégâts. Il a été remonté sur un autre plateau qui le tabernacle n'avait pas été attaqué, massacré. Et donc il était intact. Tout ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire 253 500 espèces, était intact. Donc il n'y a pas eu de profanation pour nous de la nature même du culte. L'acte aurait été commis par une personne aujourd'hui placée en hôpital psychiatrique. Mais est-il possible de sécuriser les églises ? C'est un peu compliqué parce que je sais que par exemple il y a une alarme, mais l'alarme elle est dans la sacristie. Et pour protéger, parce qu'il y a des tableaux de valeur qui sont dans la sacristie. Mais dans l'église elle-même, non, malheureusement, il faut laisser quand même les églises ouvertes si on veut que les gens viennent se réveiller dans la journée. Malgré ces actes de malveillance, les prières reprennent. Dans les 5 communes, les prêtres ont décidé de porter plainte. Karl Lagerfeld est mort, c'était le directeur artistique de Chanel, la silhouette mondialement connue. Le créateur de mode est mort hier. L'inventeur des défilés spectacles démesurés était aussi dessinateur, photographe, éditeur. On revient sur sa vie avec Romain Vigneault de Marquet. Karl Lagerfeld, c'était avant tout un look. Costume noir, cravate noire, lunettes noires. Rares sont ceux qui l'ont croisé autrement. Dès qu'un être humain m'approche, je mets des lunettes noires. C'est l'impudique pour moi, ou l'impudeur même, de ne pas mettre des lunettes noires. Il y a des femmes qui portent des soutiens-gorge, et bien moi je porte des lunettes noires. Nous sommes dans les années 80. Karl Lagerfeld prend la direction artistique de la maison Chanel, à qui il évite une faillite annoncée, et choisit le mannequin français Inès de la Fressange comme égérie. Une relation volcanique. Toi qui t'intéresses à l'argent, c'est payé. Vous étiez invitée, Inès, au défilé? Non, d'ailleurs, c'est pas très sympa. Oui, non, c'est vrai, c'est pas très sympa quand même. Pas très sympa. Ouais, mais c'est pas toi qui t'occupes de ce genre de choses. C'est pas marché de presse qui s'occupe de ça. À l'époque, il concentre ses choix stylistiques sur le contraste noir-blanc, cher à Coco Chanel, et fait de la marque française une référence dans le monde entier. Il a totalement redynamisé en étant cohérent avec le style Chanel, en gardant cette idée du noir et blanc, en développant l'aspect des matières et des coupes. Et à côté de ça, le travail qu'il faisait en Italie avec Fendi était très coloré, c'était beaucoup de néo-impressionnisme qui reprenait les symboliques, les inspirations des différents pays. Donc il n'y a pas réellement d'empreinte réelle. L'empreinte la plus forte qu'il va laisser, ça sera son image à lui, son image personnelle. Le couturier savait également faire de sa parole une arme, aiguisé par un accent allemand prononcé, dont lui-même s'amusait, parfois aux dépens des autres. Celui qui dit « Ah, moi je suis français », ok. Mais si on est français, il y a des cours de français, on ne peut pas avoir cet accent-là qu'on veut se présenter comme présidente. C'est une insulte à la langue française. C'est inaudible. Installé en France dès son adolescence, il avait su se faire adopter de ce pays à qui il a tant donné, à travers sa créativité. Quand je suis venu en France, j'avais 14 ans, je voulais aller à l'école en France, c'était mon rêve depuis toujours. Comme dès le départ, j'avais appris l'anglais, le français, l'allemand, donc il n'y avait pas de problème de langue. Vraiment, là, j'avais l'impression que j'allais à l'étranger. Styliste hors pair et homme d'affaires, il a su traverser les générations en transformant tout ce qu'il touchait en or. On va garder l'image d'une icône parce qu'il s'était marketé assez vite avec ce look assez définitif qui a très peu bougé depuis les années 60, avec la chemise et la cravate, les lunettes, avec les cheveux qui blanchissaient pour pas qu'ils soient gris parce qu'il voulait que tout soit net. Ça caractérise bien le personnage qui était à la fois un grand créateur et aussi un génie du marketing. Il aura continué de dessiner, d'inventer, de créer jusqu'à son dernier souffle, marquant de son empreinte le monde de la mode. Et puis, dès l'annonce du décès de cette icône de la mode, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Hommage rendu par le monde de la mode, de la culture et du show business. Pharrell Williams, Pamela Anderson, Kendall Jenner. Le monde de la mode perd un grand aspirateur, peut-on lire sur le compte Twitter LVMH. C'est l'hommage de Bernard Arnault à l'annonce de la mort de Karl Lagerfeld. Il est 18h, notre invité cet après-midi, c'est Kamal Zouag. Bonjour, vous êtes le délégué départemental Val-de-Marne du syndicat Alternative Police. Je voulais d'abord vous faire revoir écouter cette vidéo tournée ce week-end à Lyon sur l'autoroute A7. Les policiers ont été la cible de jets de projectiles lors de manifestations des Gilets jaunes. Écoutez. Pétrin, on est pris à partir par les manifestants. On reçoit. Vas-y, avance. Avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y. C'est pas grave, avance. Qui choquent et qui ont choqué. Kamal Zouag, est-ce que les limites sont franchies en matière de violence anti-policière ?
Je dirais oui, mais malheureusement, ce n'est pas le premier samedi où les limites ont été franchies. Ça fait depuis le premier, vous vous en rappelez tous des manifestations du premier samedi, des manifestations Gilets jaunes, où on a énormément de collègues qui avaient été pris à partie, notamment sur la place des Champs-Élysées. Donc, le premier week-end de décembre. Exactement, donc énormément de blessés. Il faut savoir qu'on a plus d'1 millier de blessés du côté des forces de l'ordre, comment solliciter tous les week-ends. Donc malheureusement, ces images en tant que fonctionnaire de police ne nous étonnent pas plus que ça. Comment font les policiers pour garder leur sang-froid lors d'opérations comme ça ? On suit une formation quand même d'une année en école de police, puis ensuite là vous avez dans l'équipage il y a la conductrice est une jeune ADS, et donc ce n'est même pas une fonctionnaire de police dans le sens où elle est contractuelle, peut-être qu'elle le deviendra, je l'espère. Et à côté d'elle, ce qu'on appelle le chef de bord, lui a plus de 20 ans d'expérience, ce qui a permis peut-être justement de faire qu'il n'y a pas eu de dégâts du côté aussi bien des forces de l'ordre que des manifestants, parce que là quand vous voyez ça, je sais pas, la collègue aurait pu avoir un geste malencontreux, accéléré, enfin tout est possible. Il y a plus tabou, on le voit en fait, les agresseurs se savent filmer en plus. Ah oui, ils se savent filmer, ils sont masqués, des fois même pas, on en a certains qui ne le sont pas. Mais voilà, maintenant, tous les samedis, on va se faire du flic et voilà. Après, les images, malheureusement, vous n'avez pas toujours toutes les images de ce qu'on vit. Donc là, nos collègues ont eu, l'idée, la bonne idée de filmer ce qu'ils vivaient. Mais je peux vous dire que même en dehors des manifestations, Gilets jaunes, on vit ça régulièrement. C'est pour ça qu'il y a aussi il peut y avoir des débordements au niveau des forces de l'ordre, une réponse un peu trop forte face aux manifestants. Quand vous êtes agressé comme vous le voyez actuellement, ça fait le tour du monde, je crois. Ça fait vraiment, même j'ai vu sur la BBC, sur les chaînes chinoises. Quand vous êtes pris à partie comme ça, vous êtes deux dans un véhicule. Et c'est pas possible. Encore une fois, c'est pas un cas isolé. Comment vous avez, énormément d'individus, on va dire hostiles, on va dire prêts à en découdre. Je pense que s'il y avait une vitre, parce que les vitres n'ont pas complètement, on va dire, explosé. Mais si, une vitre avait complètement explosé, là, on voit la jeune ADS, on l'entend un peu commencer à pleurer, et ainsi de suite, par peur. Comment on aurait pu les extraire du véhicule, et là, qu'est-ce qui peut se passer ? Que pensez-vous, à titre professionnel, du LBD, du lanceur de balles de défense et de son utilisation en manifestation ? Alors là, vous avez un exemple concret de ce qui aurait pu se passer si une vitre avait explosé. Alors si une vitre avait explosé et que nos deux collègues se retrouvent nez à nez avec, je sais pas, une centaine de manifestants qui veulent en découdre et qui apparemment voulait peut-être même abattre du flic, comme on dit. Vous avez soit votre Sig Sauer, c'est-à-dire une arme à feu, soit vous avez donc les fameux LBD. Enfin, encore, je ne sais même pas si eux étaient munis d'LBD, ça, je ne pense pas, parce qu'ils font partie de la CRS autoroutière. Donc ils sont pas, on va dire, ils sont pas là. Ça veut dire que c'est leur seul moyen de défense avant d'utiliser l'arme à feu ? C'est leur seul moyen intermédiaire ? Vous avez ce qu'on appelle le tonfa, donc une matraque, donc là c'est pour vraiment le corps à corps. Vous avez le LBD qui vous permet de tenir à distance, on va dire, des manifestants, des manifestants, là c'est même pas des manifestants, c'est des gens, des casseurs qui veulent en découdre. Et ensuite vous avez l'arme à feu. Donc quand vous êtes comme ça face à une foule comme ça hyper hostile, vous faites quoi ? Voilà. Vous pensez que les policiers, les collègues sont assez bien formés sur l'utilisation de cette arme, du LBD ? La formation est assez longue. Alors par rapport au LBD, c'est une arme qui n'est pas réservée uniquement aux forces de maintien de l'ordre, parce que le maintien de l'ordre, encore une fois, c'est une des missions de la police nationale. Ce qui se passe avec les Gilets jaunes actuellement, c'est que vous avez énormément de collègues qui sont sollicités, donc pas forcément des collègues qui sont aguerris au maintien de l'ordre, à qui on fournit des LBD. Alors tout ce qui est CRS et services de maintien de l'ordre, eux sont parfaitement formés. Pour d'autres, effectivement, la question se pose. Ça serait un point à améliorer. Ça serait un point à améliorer, mais là, on est dans une situation exceptionnelle. Et comme je vous dis, l'alternative, c'est l'arme à feu. Donc vaut mieux, c'est ce que vous dites, vous préférez rester sur des policiers formés à peut-être 60-70% sur le LBD que les supprimer et partir sur Ah oui, bien sûr. Après, si, on va dire, nos gouvernants nous trouvent une autre arme, une alternative autre, encore une fois que le LBD, moi j'en connais pas actuellement, mais bon, voilà, je suis pas un grand spécialiste de l'armement.
Nous sommes ouverts vraiment à toute proposition. Il y a aucun problème. On n'est pas attaché au LBD. C'est pas une arme. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Les policiers, on voit, ont peur, comme cette jeune policière. Ils sont aussi fatigués. Est-ce qu'il y en a qui arrêtent ? Est-ce qu'il y a des arrêts maladie ? Est-ce qu'il y a plus d'arrêts dans les commissariats et sur le terrain ? Bien sûr. Il faut vous rendre compte que pour la plupart, ce sont des pères de famille, des mères de famille, qui ont une famille, et tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, ils sont rappelés. Voilà. Il y a des services spécialisés qui ne sont pas, peut-être pas dans le maintien de l'ordre, mais on va dire dans la sécurité en général, qui sont rappelés tous les week-ends depuis maintenant 14 semaines. Donc vous voyez un peu ce que ça donne, parce que malheureusement nous sommes un peu plus de 100 000 en France, donc pas très nombreux, et face à ces manifestations exceptionnelles, pour ça c'est clair, certains policiers n'en peuvent plus. Dernier point, vous êtes allé sur le terrain pour les week-ends Pas tous les week-ends, mais je suis êtes mobilisé régulièrement. Oui, bien sûr. Là, dernièrement, il y a 2 semaines à Bastille, oui. C'est toutes les carrières de policiers qui sont toutes les catégories qui peuvent être mobilisées. Ça, c'est du simple du terrain, de la police autoroutière, police autoroutière, circulation, tout. Des gens qui ne sont pas particulièrement aguerris, on va dire, en matière de l'ordre. Tous les services de police. Merci beaucoup, Kamal Zouag. Vous êtes le délégué départemental du Val-de-Marne du syndicat Alliance Alternative Police. Merci. Le grand débat national se poursuit. Une nouvelle concertation a été organisée ce lundi au Kremlin-Bicêtre. La transition écologique, un enjeu majeur de ce grand débat. Olivier Morin et Morgane-Henri Valmorin se sont rendus sur place pour connaître les positions des habitants de cette commune. Les enjeux de ce vendredi. Déjà, donc ça s'est pas beaucoup passé à Paris, il n'y avait pas beaucoup de mobilisation encore en province, mais ça vient déjà à partir de ce vendredi 22 février là. Et oui, et du coup les revendications au niveau de Paris, c'était déjà d'inscrire l'environnement dans la Constitution, ensuite de faire plus de communication, une meilleure communication de la part du gouvernement sur les conséquences du réchauffement climatique, parce que trop souvent on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique, et la troisième, mais la plus importante, c'est surtout de se maintenir sur la trajectoire des accords de Paris, et donc pour ça de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4% par an. Le football, le match retour ne va pas être simple pour l'Olympique lyonnais, 0-0 face au Barça hier soir. C'était un des matchs allés des 8e de finale de la Ligue des Champions, Samy Ouaza. Un soulagement pour les joueurs lyonnais qui arrachent un résultat positif avec ce match nul 0-0 dans ce 8e de finale aller. Dans un Groupama Stadium à guichet fermé avec 56 000 personnes, les Lyonnais, sans leur capitaine et champion du monde Nabil Fekir suspendu, ont tout d'abord bien débuté la rencontre avec cette frappe puissante du jeune Martin Terrier, repoussé sur la barre par le gardien barcelonais. Des regrets pour les hommes de Bruno Genesio qui n'auront plus de chance de la sorte. C'est vrai qu'on aurait aimé quand même mettre ce but, finir le match 1-0, mais c'était très compliqué, surtout en deuxième période. Face à cette équipe extraordinaire, on savait qu'à un moment donné ça allait être compliqué pour nous, qu'on allait subir pas mal de temps. Et les joueurs de l'OL ont bel et bien subi le reste du match. Face à des Barcelonais redoutables avec le ballon, mais très maladroits dans la finition, plus de 25 tirs au total pour les Espagnols, contre 5 pour les Lyonnais. L'entraîneur français reste néanmoins satisfait du résultat. Donc ça montre que l'équipe progresse, que l'équipe prend de la maturité. Je pense que l'année dernière, c'est certainement un match que l'on aurait perdu. Donc c'est un point positif. C'est aussi parce qu'à la mi-temps du match, on a toujours toutes nos chances de se qualifier. Et face à un tel adversaire, c'est déjà une bonne chose parce que tout est permis au retour. Surtout qu'on aura un atout majeur en plus en la personne de Nabil. Rendez-vous dorénavant le 13 mars prochain pour le retour au Camp Nou de Barcelone. Et puis les matchs de ce soir, Schalke-Manchester et puis l'Atlético contre la Juventus. Notre long format, le Focus, est aujourd'hui consacré à une tradition très ancienne. Le carnaval sur la Côte d'Azur, c'est le rendez-vous qui marque la fin de l'hiver. Entre Nice et Menton, les traditions ne sont pas les mêmes. Clément Madonna et Rémi Senlis. Bienvenue sur la Côte d'Azur, c'est ici que ce week-end les carnavals de Nice et de Menton vont s'ouvrir. Entre préparatifs dans la bonne humeur et défilés festifs, on vous emmène tout de suite pour l'édition 2019 du carnaval. C'était le Fire, c'est très joli et ça se passe bien, il fait beau. C'est de
devant des milliers de spectateurs que le corso nocturne débute sur la place Masséna de Nice. Sa Majesté le Roi ouvre le défilé, suivi par ses acrobates et son cortège de chars. Si le thème de l'année est le cinéma, les carnavaliers aiment également y mêler des caricatures de personnalités politiques. Donald Trump, sous les traits du clown Gripsou du film Ça, tient dans sa main Emmanuel Macron. Cette parade rencontre un franc succès. Elle réunit chaque année des milliers de personnes venues de la France entière, en plein cœur de Nice. Ça se passe plutôt bien. Nous, on a fait le trajet depuis Toulon pour venir ici, pour voir, et puis ça se passe bien. Les enfants, ils s'amusent bien. Nous, moi, ça fait 3 ans qu'on vient, 3 ans qu'on est revenu dans le sud, là. Donc voilà, ouais, ça nous plaît bien. Mais ce spectacle qui plaît tant au public a demandé de nombreuses journées de préparation. La veille, à quelques pas du port de Nice, des dizaines de carnavaliers s'affairent sur les tâches qui leur ont été confiées. Il ne leur reste plus que quelques heures avant de finir la préparation des chars. Soudure, habillage et collage, les artistes peaufinent les derniers détails, pendant que d'autres préparent les grosses têtes qui seront présentées à la foule. En 2019, les Niçois fêtent le centenaire des studios de la Victorine. Ces studios ont notamment accueilli Jean-Paul Belmondo, Alain Delon et plus récemment Jean Dujardin pour le tournage de Brise de Nice. Au même moment, à quelques rues de là, une vingtaine de fleuristes préparent l'événement du samedi après-midi, la bataille des fleurs. Accompagnés par leurs apprentis, ils décorent les 16 chars du défilé. Au total, 2000 tiges par char doivent être piquées. Ce travail fastidieux nécessite de nombreuses petites mains. Les fleurs ont été cueillies la veille pour garder leur fraîcheur et sont majoritairement issues de la région. Nicole Merlino-Manzino, adjointe au maire, est chargée de superviser l'événement. On a tout un ensemble, on a plusieurs variétés de fleurs, bien sûr, c'est tout cet ensemble qui fait, principalement de la fleur du midi, avec, il y a des œillets, vous avez pu remarquer, vous savez, des œillets, des mufliers, des roses, beaucoup de nombre de roses, de lys, tout un ensemble de fleurs avec des orchidées, bien sûr aussi, et ça nous fait environ une trentaine de variétés de fleurs. On arrive dans les fleurs diverses à 50% de la région. Une très grande partie des chars est consacrée au cinéma et à ses objets symboliques, à l'image de la statuette des Oscars. C'est sur le plus grand d'entre eux que Chêne Lombardo, la reine du carnaval, aura l'honneur de défiler. Pour moi, c'est un énorme honneur de pouvoir représenter Nice et c'est vraiment spectaculaire de pouvoir assister vraiment de l'intérieur à ce carnaval en fait, qui est prestigieux dans le monde. C'est vrai que c'est un peu stressant en fait, d'avoir d'un coup des interviews, tout ça, mais je trouve ça marrant et c'est une expérience en plus à vivre et ça m'intéresse vraiment, donc je joue le jeu à fond. La nuit tombe sur Nice et les préparatifs touchent à leur fin. Dans la ville voisine de Menton, c'est le citron qui est la star du carnaval. Depuis 86 ans, ce fruit entretient une relation particulière avec la commune qui en a fait son produit phare. La citronneraie, tenue par François Mazet, est le premier producteur de la région. Pour le propriétaire des lieux, il n'y a aucun doute sur les vertus gustatives de son produit. Ce qu'il y a de spécifique, comme vous pouvez le voir, c'est une peau un peu plus épaisse. C'est un citron un peu plus gros qu'un citron normal. Cette peau un peu plus épaisse lui permet de le conserver beaucoup plus longtemps qu'un citron normal. Il n'y a aucun traitement, quel qu'il soit, donc c'est tout naturel. Le climat ici, on a très peu d'écart de température. C'est des températures très resserrées en hiver, très resserrées en été. Et avec des températures les plus élevées du pourtour méditerranéen en hiver et les moins élevées en été de tout le pourtour méditerranéen. Ces conditions climatiques optimales permettent de produire des citrons et de la confiture de grande qualité qui attirent les amateurs de gastronomie du monde entier. Les produits de François Mazet sont notamment utilisés par Paul Bocuse, Alain Ducasse et Joël Robuchon. De retour à Nice où la fête bat son plein, chorégraphie, acrobatie et danse endiablée, la brigade d'agitateurs des tribunes met l'ambiance. Cette troupe réunit à la fois des amateurs et des professionnels qui ont pour mission d'ouvrir la bataille des fleurs. Nous on est là pour ça, pour la choré, mais pour agiter le public. Ils vont être fatigués parce qu'on redémarre ce soir, mais on est là aussi pour ça, pour agiter et pas s'arrêter. C'est maintenant au tour des chars de défiler et au public de recevoir les bouquets de fleurs. On retrouve Shane dans son costume de reine du carnaval, accompagné de ses danseurs.
mais aussi les créations des fleuristes dédiés au cinéma. Au total, 45 groupes se relaient pour divertir la foule. Après 2 heures de parade, la brigade d'agitateurs des tribunes clôture le show. C'est devant un château d'agrumes que l'on retrouve les spectateurs mentonnais qui attendent le début de la fête du citron. Le thème de l'année, les mondes fantastiques. Dans les jardins, les visiteurs aperçoivent les dragons et phénix préparés pour l'occasion. La mise en place de ces 140 tonnes d'agrumes a demandé beaucoup de travail à la municipalité. Alors il y a un gros travail de mise en place et surtout un savoir-faire. Il y a des équipes, il y a des anciens. C'est un savoir-faire, c'est du oral, on se le transmet de génération en génération. 86e fête, donc ça fait pas mal déjà. Donc toute une technique pour poser les fruits, il faut faire attention à bien orienter le fruit au niveau du sol, mais quand on est sur les structures, il faut les attacher avec des élastiques, donc il faut faire très attention pour bien les serrer. C'est des milliers d'heures de travail, puisqu'en fait au plus fort de la fête, on est à peu près 200 personnes sur à peu près 15 jours de fruitage. Au total, ce ne sont pas moins de 200 danseurs et musiciens qui se relaient durant toute la durée du carnaval. Sous un soleil printanier, spectateurs et sorcières se lancent des confettis. Les 10 chars de la parade se succèdent. Chaque mètre carré de création demande 45 kg d'oranges ou 30 kg de citron. En tout, c'est 750 000 élastiques qui retiennent les fruits jusqu'à la clôture du carnaval de Menton. C'est ici à la fête du citron que se termine notre immersion dans la fête et dans le carnaval. Des animations à Nice et Menton seront possibles d'être effectuées jusqu'au 3 mars prochain. En attendant, les carnavaliers attendront des gens du monde entier. Merci beaucoup Rémi et merci à Clément Madonna qui vous accompagnait. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous on se retrouve demain à la même heure à 17h. Passez une bonne fin de journée.